En décembre 1565, Jeanne d'Autriche épousa le futur grand-duc de Toscane, François de Médicis. C'était un événement extrêmement somptueux, mais derrière la célébration se cachait un avenir sombre. C'était le début d'un mariage froid et sans amour, où François se moquait ouvertement de ce qu'il considérait comme sa femme difforme et laide, déclenchant une série de morts mystérieuses qui entraient à la cour des Médicis pendant des années. Jeanne d'Autriche est née le 24 janvier 1547 dans la ville de Prague. Ce qui était alors le royaume de Bohême est aujourd'hui la capitale de la Tchéquie. À cette époque, c'était l'un des nombreux royaumes constitutifs de la branche autrichienne de la maison de Habsbourg. Une lignée noble des Alpes suisses qui régna sur l'Autriche, la Hongrie, la Bohême et la Croatie. Au moment de la naissance de Johanna, son père était l'archiduc Ferdinand d'Autriche, roi de Hongrie, de Bohême et de Croatie. Il est mieux connu sous le nom de Ferdinand Ier, empereur du Saint-Empire romain germanique, bien que ce soit un titre qu'il n'obtiendrait qu'en 1556, lorsque Johanna avait 9 ans. La mère de Johanna était Anne de Bohême et de Hongrie. Elle était la fille de Ladislas II de Hongrie et l'avant-dernier roi de la lignée Jagellon des rois hongrois. C'était à cause de la mort de son frère, le roi Louis II. Après la bataille de Mohacs contre les Turcs ottomans en 1526, les Habsbourg héritèrent compte de la Hongrie, la Bohême et la Croatie. En plus de tout cela, l'oncle de Jeanne était Charles V, roi d'Espagne et souverain de l'Empire espagnol. En résumé, elle est née dans une famille régnant sur une grande partie de l'Europe et un empire continental en expansion mondiale. La famille de Jeanne était également très nombreuse, mais son arrivée eut un coup terrible. Sa mère, âgée de 43 ans et affaiblie par de nombreux accouchements, a vécu un travail risqué à une époque de forte mortalité infantile et maternelle. 3 jours après la naissance de Jeanne, sa mère succomba à des complications, laissant la nouveau-née orpheline de mère. Son père, quant à lui, absorbé par le chaos de la réforme protestante et les guerres brutales qui déchiraient l'Europe, en particulier l'Allemagne, avait peu de temps à consacrer à ses enfants survivants. Il confia donc Jeanne et plusieurs de ses frères et sœurs aux religieuses à Innsbruck, en Autriche. Dans les couloirs solennels du couvent, l'archiduchesse Jeanne grandit entre piété fervente et enseignement rigoureux. Malgré les leçons et les prières, son avenir était déjà décidé. Jeanne était préparée non pas à l'indépendance, mais au mariage, et ce, dès les premières années de sa vie. Les Habsbourg d'Autriche comme d'Espagne étaient impliqués dans des guerres partout en Europe. La plus longue de ces guerres se déroulait en Italie, où la France et l'Espagne se disputaient la domination depuis le milieu des années 1490. À présent, une opportunité se présentait. En 1537, Cosimo Ier de Médicis était devenu le duc de Florence. Il dirigea la cité-État près de 40 ans. Son importance fut telle qu'en 1569, il revendiqua le titre de grand-duc de Toscane. À la fin des guerres d'Italie, en 1559, la France et l'Espagne signèrent le traité de Cato Cambrésis. Cosimo devint agité, l'équilibre des pouvoirs changeant le laissait désireux, peut-être même désespéré, de forger de nouvelles alliances qui pourraient assurer l'avenir de sa famille. Dans la paix incertaine qui suivit, à travers toute l'Italie, une frénésie soudaine s'empara des cours nobles. Les familles ambitieuses, sentant une opportunité, se précipitèrent d'un pour marier leurs fils aux grandes dynasties d'Europe. L'une de ces unions proposées était de marier Giovanna au fils aîné et héritier de Cosme, Francesco. Comme souvent avec ces unions nobles et royales en Europe à l'époque moderne, des années de négociations ont eu lieu. Il devait ensuite attendre que la mariée et le marié aient l'âge approprié. Ce n'est qu'en 1565 que Jeanne fut enfin envoyée en Italie pour épouser François de Médicis. L'union gagna en importance après l'accession de son frère Maximilien II au trône impérial en 1564 comme empereur du Saint-Empire romain germanique et souverain des terres habsbourgeoises d'Autriche, Hongrie, Bohême et Croatie. Contrairement à son père Ferdinand Ier, Maximilien n'avait pas de relation aussi étroite avec son cousin espagnol, Philippe II, et chercha donc à renforcer son influence par de nouvelles alliances. En Italie, l'union de Jeanne d'Autriche avec François de Médicis s'imposa comme l'un des mariages les plus politiquement significatifs et remarquables du XVIe siècle. Il existe de nombreux récits conservés du mariage de Jeanne et François en 1565, des descriptions rédigées dans les jours précédents, pendant et après la somptueuse cérémonie.
L'événement attira une immense attention à travers l'Europe, alors que des dizaines d'aristocrates, d'ambassadeurs et d'émissaires affluèrent à Florence pour représenter leur souverain. Lors du mariage de l'homme qui deviendrait un jour grand-duc de Toscane, un dirigeant de facto dans le paysage politique fragmenté de l'Italie, par exemple, l'un des diaristes qui a relaté les événements du mariage était Jean-Jacques Fugain, membre de l'une des plus riches familles de banquiers de l'Europe moderne. Le mariage fut précédé d'une entrata formelle ou entrée dans Florence. Jeanne voyageait en Italie avec sa sœur Barbara, qui devait se marier à peu près au même moment avec le duc Alphonse II de Ferraro. Alors que leur frère consolidait ses nouvelles alliances italiennes, ces événements étaient spectaculaires. Des œuvres d'art réalisées par des personnalités comme le célèbre biographe de l'art de la Renaissance italienne Giorgio Vasari étaient installés sur des centaines de mètres, le long du chemin vers les portes principales de Florence, puis dans la ville même. Les citoyens de Florence se sont massés le long des rues et on leur a demandé de porter leurs plus beaux et plus colorés habits, avant que le cortège nuptial ne se dirige vers le centre de la ville. Tout cela relevait du spectacle et visait à s'assurer que tout le monde sache qui allait devenir la future grande duchesse de Toscane. Enfin, après avoir passé sous 12 arches imposantes, chacune étant un chef-d'œuvre triomphal célébrant la victoire, la joie et la faveur divine, Jeanne atteignit la grande basilique San Lorenzo, qui abrite la célèbre chapelle des Médicis. Là, le 18 décembre 1565, l'archiduchesse de 18 ans épousa Francesco de' Medici, alors âgé de 24 ans dans un éclat éblouissant. Florence se réjouit et la ville scintilla de fête en son honneur. Pourtant, en profondeur, les ombres se sont vite accumulées. Le mariage qui avait promis la gloire à deux grandes dynasties s'est révélé froid et sans joie. Jeanne et François, si magnifiques lors de leur cérémonie, trouvèrent de peu de chaleur dans la compagnie l'un de l'autre. Derrière les murs de marbre des palais Médicis, la vie de la jeune archiduchesse à Florence se déroulait dans la solitude et une tristesse silencieuse. Dès le début, le mariage de Jeanne et François fut rempli de conflits. La splendeur de leur mariage ne put masquer les profondes fissures qui apparurent vite. Son infidélité, leurs caractères opposés et la santé fragile de Jeanne les ont tous éloignés l'un de l'autre. Pourtant, liés par le devoir et les attentes de leur rang, ils ont rempli leur obligation royale. Jeanne a enduré grossesse après grossesse, chacune plus éprouvante que la précédente. Son corps portait les cicatrices indéniables de cette souffrance, ses hanches et son bassin déformés par des accouchements répétés et éprouvants. Le résultat d'une malformation congénitale de la hanche et d'une autre affection grave qui rendait l'accouchement extrêmement dangereux. Mais malgré cela, elle allait donner naissance à 8 enfants. En février 1567, la fille aînée de Johanna, Eleonora, est née. Elle allait ensuite épouser Vincenzo Gonzague, l'un des derniers ducs Gonzague de Mantoue, un état important du nord-est de l'Italie. À la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne, malheureusement, une succession de tragédies s'ensuivit. Après Éléonore, un fils Romola naquit en novembre 1568 et mourut 2 semaines après. Une autre fille, Anna, est née la veille du Nouvel An, 1569, a vécu jusqu'à l'adolescence, mais elle est également morte jeune en 1584. Les 2 enfants suivants, Isabelle et Lucrèce, nés en 1571 et 1572, sont également mortes en bas âge. Les 2 derniers enfants de Jeanne sont morts jeunes ou avant la naissance. L'exception à cette tendance fut Marie de Médicis. Elle est aînée de Jeanne et Francesco le 26 avril 1575. 25 ans plus tard, elle épousa Henri IV comme seconde épouse, un fait resté célèbre. Elle était la mère de Louis XIII. Ainsi, par l'intermédiaire de Marie, Jeanne fut l'ancêtre de chacun des rois de France jusqu'à la Révolution française à la fin du XVIIIe siècle. Ainsi, bien que Jeanne ait elle-même été une femme malade, elle fut la mère de nombreuses lignées royales qui ont survécu pendant des centaines d'années à travers l'Europe. Comme mentionné précédemment, le mariage de Jeanne avec Francesca fut troublé dès le début. Il la trouvait peu attirante et sa froideur augmenta avec la dégradation de sa santé. Quartus murmurait cruellement des propos, la traitant de bossue. Une allusion aux signes visibles d'une grave scoliose qui l'affligeait depuis l'enfance, une déformation invalidante de la colonne vertébrale qui s'aggrava avec le temps et lui causa de grandes souffrances. Son état avait même été évoqué lors des négociations de mariage entre les Habsbourg et la famille Médicis. Dans la haute politique des unions dynastiques,
la capacité d'une femme à avoir des enfants était essentielle, et la fragilité de Jeanne soulevait des doutes quant à sa capacité à remplir ce devoir. Bien que les artistes l'ayant représentée comme une épouse noble, les récits italiens de l'époque révèlent une réalité plus dure. Au fil des années, sa posture s'est détériorée, ses mouvements sont devenus pénibles, sa démarche marquée par une allure irrégulière. Ce déclin visible, combiné à la vanité et à l'ambition de Francesco, creusa un fossé de plus en plus large entre eux, un fossé qu'il comble finalement grâce à une autre femme. Comme nous allons bientôt le voir, ce n'était pas seulement sa déformation de la colonne vertébrale qui rendait la vie et le mariage de Johanna difficiles. Son mari était notoirement infidèle et faisait peu d'efforts pour cacher l'étendue de ses tromperies envers sa femme. Sa maîtresse la plus en vue était Bianca Capello. C'était une noble italienne de Venise, la fille d'un éminent aristocrate de la République marchande et une beauté reconnue. Bianca était elle-même mariée à Pietro Buonaventuri, un employé florentin de la famille Salviati, l'une des familles les plus importantes de la région de Toscane. Elle était présente à la cour florentine dès 1563 après son arrivée. Après avoir épousé Pietro, elle et Francesca ont commencé une relation à la fin des années 1560 après que Johanna et Francesca se soient mariées. La situation s'accentua en 1572 lorsque le mari de Bianca fut tué à Florence, un acte peut-être organisé par Bianca et Francesco. En avril 1574, Cosimo Ier meurt à 54 ans. Francesco devint alors le grand-duc et Jeanne la grande-duchesse. Mais cette nouvelle position a empiré la situation et Francesco a utilisé son pouvoir pour humilier sa femme. Il installa sa maîtresse Bianca Capello dans ses luxueux appartements situés dans un palais proche de la résidence ducale. Un acte audacieux qui a choqué les cours d'Europe. Bien qu'il fût assez courant pour les princes et les rois de l'époque d'avoir des maîtresses, ils observaient au moins les convenances de la discrétion. Francesco, cependant, ne fit aucun effort de la sorte. Lui et Bianca affichaient ouvertement leur affection, exhibant leur liaison devant Florence et même devant Giovanna elle-même. Pour la fière grande-duchesse, c'était une honte publique, un rappel quotidien de la trahison jouée sous les yeux attentifs de toute la cour. Et les choses n'allaient faire qu'empirer à partir de là. Francesco n'avait pas d'héritier mâle légitime pour s'aligner. Aucune ambition plus grande ne le hantait, et Francesco sombrait dans le désespoir. Bianca, toujours rusée, a vu son opportunité. En 1576, elle lui donna un fils, Don Antonio de Medici, un enfant dont la naissance aurait pu tout changer. Pourtant, Francesco, par devoir et orgueil, refusa de reconnaître l'enfant. Antonia était de son sang mais pas son héritier. En 1577, contre toute attente, Johanna donna enfin naissance au prince Philippe de Médicis tant attendu. Pendant un bref et brillant instant, il sembla que l'avenir du duché et la position fragile de Johanna étaient assurés. Les rêves de Bianca de dépasser son rôle de maîtresse semblaient s'embrisés par le berceau de ce bébé, mais le destin réservait encore des surprises à Johanna. Le matin du 10 avril 1578, une tragédie frappa le Palazzo Vecchio. Johanna, une fois de plus enceinte, cette fois de son 8e enfant, tomba dans un escalier de pierre à l'intérieur de la majestueuse résidence florentine des Médicis. La chute fut brutale. Le choc déclencha un accouchement prématuré et le nourrisson ne survécut pas. Pendant les longues heures éprouvantes qui suivirent, Johanna elle-même demeura dans l'agonie. Le lendemain, la grande-duchesse était morte, son corps brisé par une rupture de l'utérus. Elle n'avait que 31 ans. Inévitablement, des rumeurs de jeu déloyal ont suivi la mort prématurée de Jeanne en raison de l'infidélité notoire de son mari et de son attachement affiché pour Bianca Capello. Peu de gens pouvaient en croire que sa chute n'était qu'un simple accident. Des rumeurs ont balayé Florence, affirmant qu'elle avait été poussée ou que du poison avait joué un rôle. Pourtant, la vérité, dépouillée de toute intrigue de cour, était peut-être plus tragique que sinistre. Jeanne souffrait depuis longtemps d'une scoliose aggravée qui tordait sa colonne vertébrale et affaiblissait son équilibre, une cruelle affection qui aurait bien pu provoquer une chute mortelle ayant mis fin à sa vie. L'indignation du public reste forte. Quelques mois après la mort de Jeanne, François épousa secrètement Bianca Capello et la proclama sans scrupule nouvelle grande-duchesse de Toscane en 1579. Pour beaucoup, la succession des événements était bien trop commode.
le mari de Bianca mort, Jeanne disparue, et maintenant la maîtresse couronnée. Pourtant, leur victoire fut brève. En mars 1582, le jeune prince Philippe, seul fils survivant de Jeanne, mourut soudainement à 4 ans, éteignant la lignée légitime de François. Puis, en 1587, la tragédie frappa de nouveau. François tomba gravement malade et mourut le 19 octobre. Bianca le suivit dans la tombe dès le lendemain. La double mort a stupéfié l'Europe et reste entourée de mystères depuis lors. Étaient-ils des victimes empoisonnées d'une vengeance de cour ? Peut-être son frère Ferdinando, qui lui a succédé comme grand-duc, ou une maladie redoutable comme la malaria les a-t-elle tous deux emportés ? Personne ne pouvait l'affirmer avec certitude, mais leur disparition marqua une fin sombre à un cycle obsédant de malheur, une chaîne de mort qui avait poursuivi Giovanna, ses enfants, son mari et sa maîtresse pendant plus de 20 ans. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Giovanna d'Autriche. J'espère qu'elle vous a intéressé. Dites-moi ce que vous avez pensé de sa vie dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez des suggestions, laissez-les aussi dans les commentaires. J'espère que vous êtes abonnés et que les notifications sont activées pour recevoir toutes mes vidéos dès leur publication. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve dans le prochain épisode de Vies oubliées. Merci.